Elle va, voilà, et elle va repartir ensuite, elle va perdre sa place pour redescendre Ah oui, ici. fortitude justement, Voilà, oui, c'est voilà, là. voilà. Alors donc finalement, c'est vrai que c'est Gébelin qui d'ailleurs disait que la Là, prudence c'était dans le l'ordre, pendu. D'ailleurs. dans l'ordre originel, ben, c'est aussi une interprétation, mais quand on voit la symbolique de la prudence dans toute l'iconographie de cette époque-là, ça ne ressemble pas du tout à un pendu. Le pendu, ça a une tradition bien précise, justement en Italie, de la personne qui était bannie. C'était ça. Et là, on voit bien ces deux premières cartes des grands principes, ces 4 cartes qui représentent l'ordre politique, si on peut dire, hein, un peu, avec toujours un sourire un petit peu carnavalesque avec la papesse. Et puis ensuite, on a ces 4 cartes qui représentent justement les forces morales, la tempérance, l'amour, Le chariot. le chariot, c'est la personne, la réussite, hein, en quelque sorte, et la force, c'est la force morale, la force intérieure. C'était ces 4 grandes choses qui étaient mises en avant, mais ça ne correspondait pas aux vertus traditionnelles. Et puis ensuite, on a toutes les vicissitudes de la vie humaine, la roue, alors les hauts et les bas de la vie. On a le temps, qui représentait l'ermite, qui est en fait le temps aussi. On a, dans Pétrarque d'ailleurs, c'est le temps qui vainc l'amour. Hein, le temps et cette force qui est plus forte que tout. Et puis on a justement la déchéance, qui était aussi une honte très très grande pour ces nobles qui étaient des gens terribles parfois, mais l'honneur, voilà, la perte de l'honneur, et puis la mort, bon ça c'était clair. Hein. Voilà. Ensuite, on a ces deux grandes cartes pivotales qui représentent le mythe du Jardin d'Éden avec le diable et l'expulsion du Jardin d'Éden. Et puis ensuite, on a 3 cartes cosmologiques et 3 cartes eschatologiques. Hein. La Lune, l'étoile, la Lune. Dans cet ordre-là, il est attesté, ces regroupements sont attestés. Il est attesté par des écrits, justement, les commentateurs, en quelque sorte. Voilà, par des commentateurs à l'est de l'Italie. On rattache cela à l'ordre premier dans les cours des Est ou à Ferrare. Et puis ensuite, de cet ordre-là viendra l'ordre bolognais, où justement on verra très très bien le mouvement. La papesse va émigrer en quelque sorte. Hein. Pourquoi ? Parce qu'à Bologne, on se rapprochait de la cour papale. Et d'avoir une papesse près d'un pape, c'était pas très, oui, parce que ça a été récupéré c'est dans les territoires du pape. Absolument. Oui. Alors on va séparer la papesse et le pape. La tempérance, elle, justement, on va revenir à l'idée de vertu peut-être plus traditionnelle. La justice qui était la justice divine remontera pour redevenir une justice humaine. Hein, et on refera une espèce de pot pourri de vertus avec l'amour, le triomphe, la tempérance, la justice et la force. Et puis ensuite, bon, les autres cartes ne bougeront quasiment pas, sauf dans le tarot de Marseille, on ne sait pas trop pourquoi, qui est dans ce tarot milanais. La force va encore redescendre d'un cran, et c'est l'ermite qui remontera. Alors là, ça peut s'expliquer dans des longues explications. Et ensuite, ces 2 cartes-là, pivotales, ne bougeront pas. Ces 2 cartes pivotales ne bougeront jamais les 2. Et ensuite, les cartes cosmologiques ne bougeront pas non plus. Par contre, la compréhension des cartes eschatologiques avec l'apparition de la trompette qui réveille les morts, hein, le jugement dernier, avec la justice divine, avec le Christ qui vient au dernier jour, etc., et la descente de la Nouvelle Jérusalem, ces 3 cartes de toute l'eschatologie chrétienne, eh bien, elles seront complètement perverties, puisque le monde va remonter dans les tarots bolognais, ce qui va devenir les Minciates par la suite et autres. 94. Voilà, c'est l'ange qui prendra la place la plus haute. Et dans le tarot de Marseille, ils garderont quand même en quelque sorte cet ordre tant bien que mal, mais c'est la justice qui... et tout ça, ce sont des documents. On a des attestations de ces ordres-là. On a des attestations de ces ordres-là. Alors, soit par des écrits littéraires, soit aussi par certaines cartes qui ont été numérotées tardivement. On a ce fameux tarot qu'on appelle le tarot de Charles VI, qui est à la Bibliothèque nationale. On a 17 cartes existantes du XVe siècle. En fait, ce n'est pas un tarot de Charles VI, c'est aussi une erreur. Comme le tarot de Marseille, on lui a collé ce nom-là sur le dos. Maintenant, les historiens, ils venaient de la collection Guénière. Guénière, c'était un conseiller de Louis XIV.
Et quand Guénière avait aussi des contacts avec l'Italie, c'est un collectionneur, toutes ces collections se sont retrouvées à la Bibliothèque nationale. Et comme on avait vu à la Bibliothèque nationale des contes de Charles VI qui parlaient de création de cartes enluminées, on s'est dit, oh, ça y est, on a fait le lien. On a fait le lien. Mais c'est absolument pas vrai. Maintenant, les historiens de l'art ont du mal à dater ce tarot-là, mais par exemple, ce tarot-là avait été numéroté à la main tardivement, parce que les gens avaient besoin de s'y retrouver. Donc l'ordre actuel du tarot de Marseille, il est un effet tardif. Tardif, et qui s'est finalement figé petit à petit à cause des Italiens déjà, qui commençaient déjà eux-mêmes à utiliser le jeu avec les manciates, à rajouter des cartes, à pervertir le sens de l'illustration de plus en plus en rajoutant des symboles locaux ou des symboles divers. Et puis ce sens glissant de plus en plus, les Milanais auront un tarot qui sera encore plus bouleversé. Mais moi, ce qui me perturbe, mon cher Yves, oui, c'est en fin de compte, quelle est la cohérence de cet ensemble de cartes? Est-ce que là, je vois qu'il y a des tentatives de regroupement, oui, mais globalement, c'est pas très très convaincant quelque part. Le plus proche. Pourquoi il y a ces cartes-là et pas d'autres, et pourquoi? Le plus proche de l'explication, c'est Gertrude Moclet qui l'a donné, et beaucoup des spécialistes le maintiennent et le soutiennent, c'est que ces grands cortèges carnavalesques, voilà, ces grands cortèges de fêtes de la Renaissance, qui existaient depuis le XIVe siècle, dans les cours de Bourgogne, dans les cours des Valois, tout le monde faisait des grandes parades, oui, avec justement des... Donc c'est une tradition, c'est une tradition. Non, ces cartes-là, ces personnages-là, c'est une tradition. Ce sont les Italiens qui ont inventé ces cartes d'atout supplémentaires. Il y avait un jeu ancien qu'on appelait le Karnoffel, qui était un jeu qui se jouait avec des jeux de 52 cartes en Allemagne, au XIVe, XVe siècle, et ce jeu-là utilisait déjà des fous, utilisait une terminologie pour ces cartes normales. Il y avait un peu d'ironie quand même. Voilà, c'est une sorte de commedia dell'arte. Voilà, une commedia dell'arte. Il y avait des chaque personnage ayant son caractère. Il y avait le côté un petit peu aussi, voilà. Voilà. Parce qu'il n'avait que ça à voir. Et jouer avec ce jeu-là remettait en marche toute. Mais alors est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver des... Alors est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver ces... Il se faisait plaisir un petit peu à rejouer à cette parade et c'est devenu un jeu populaire beaucoup plus tardivement quand on a développé avec les stamps, avec la xylographie et autres. Et il y a une... Of course, bien sûr, parce que du fait même qu'on fait de la gravure sur bois, on ne peut pas refaire la précision et la beauté d'une enluminure. Alors petit à petit, le sens se perd. Et on a d'ailleurs la preuve, sur certaines planches de quartier qu'on a retrouvées, on voit très très bien que certains se sont trompés carrément sur le nom, sur le numéro. Et petit à petit... Donc excuse-moi, il y aurait donc une tradition populaire d'un certain nombre de personnages. Voilà. Est-ce qu'on a une description de ces personnages en dehors des cartes du tarot? Oui. On l'a un petit peu dans certains écrits littéraires comme les Triomphes de Pétrarque. On retrouve certaines de ces éléments. Par absolument. exemple, qu'est-ce qu'on trouve? On retrouve des empereurs, des papes, oui, c'est ça. Voilà. Des fous, des papesses même. Et alors donc on aurait branché, on aurait récupéré... Et puis toute l'idéologie chrétienne, elle est là, le jugement dernier. Les gens sont habités. Vraiment, on est dans un totalitarisme. On ne se rend pas compte de ce que représentaient les cultures chrétiennes pour l'époque. C'était tellement fort. Mais même ces princes qui étaient violents, criminels, ils étaient aussi terrifiés aussi par le jugement dernier. Alors, ils étaient capables de se repentir complètement du jour au lendemain. De gagner une bataille ou pas. Ils offraient des églises, des messes. C'est bizarre. Oui, donc il y a une sorte de... Oui, non mais voilà. C'était imprégné de cette culture-là. Monsieur Tilly.
Est-ce qu'on peut trouver quand même un sens chronologique par rapport à chaque carte? Bien sûr. Non, mais moi ce que je maintiens, parce que moi, ce que certains historiens de l'art maintiennent et de plus en plus, c'est que cet ordre originel de Ferrare, des cours d'Est, des Est, la famille des Est, qui étaient des grandes familles. Esté. Les Estés, merci. Cet ordre-là est logique quand on le regarde. Je le répète encore une fois, on a deux grandes cartes de principe premier. On a le fou qui représente le monde originel, les forces premières qui étaient représentées par des géants, par des hommes primitifs, etc. C'est la force brute. Et puis on a le battleur qui représente la parole, qui représente le principe premier, la construction, le début de tout. Et puis ensuite on a les 4 cartes qui représentent le monde social. L'impératrice, l'empereur, la papesse et le pape. Alors, on ne suit pas pour autant l'ordre qui a été donné, puisque la papesse est le 2. Non, là on parle d'un ordre déviant. L'ordre des tarots de Marseille date du XVIIe siècle. Il est hérité de ces cartes déjà dérivées de Bologne et de Florence, qui ont déjà fait glisser un certain nombre de leurs cartes parce que le pouvoir temporel, le pouvoir de l'Église baissant, le pouvoir temporel et la sécularisation de la société et les idées de lumière et de l'humanisme devenant de plus en plus forts, forcément il y a un basculement dans l'interprétation et dans l'utilisation de ces grands symboles qui finissaient par ne plus parler comme ils parlaient aux gens de ces premières manifestations du XVe siècle. C'est normal. Alors justement, on voit bien que ces 4 cartes sociales font suite 4 cartes qui représentent un peu les forces morales importantes qu'ils mettaient en avant à l'époque. La tempérance, l'amour, la tempérance est première, l'équilibre, l'amour est une chose aussi respectable, mais dont il faut aussi construire, etc. Et puis il y a le char qui représente la réussite. Pour ces hommes-là, la réussite était la grande chose, l'honneur, voilà, le succès. Mais alors, Et puis la force qui représentait la force morale, la force intérieure, la force de la foi, qui était aussi capitale pour tous ces gens-là. La force morale, La foi. La foi, qui était la force capitale. C'était les 4 grandes valeurs. mais On va qui dire de l'époque. a des Le chevalier de l'époque, c'était la foi, la pureté, la réussite, le succès, le triomphe, quelque part. Et puis il y avait l'amour, alors la dame, voilà, la courtoisie, etc. Et puis l'autre, la tempérance. Il fallait, à cette époque-là, c'est une grande valeur, il fallait être tempéré, il fallait équilibré. Alors, dans la pratique, c'était pas toujours ça. Et puis ensuite, tu as une autre série de 4 cartes qui vient, la roue de fortune, l'ermite, mais qui est en fait le temps, le pendu qui représente en fait la perte de la dignité, la faute, quelque sorte, qui était aussi une grande honte pour la perte de l'honneur, parce qu'on a trahi, etc. Il les faisait souvent. Et puis la mort, qui était aussi une grande force contre laquelle on pouvait rien. Et ensuite, il y a 2 autres cartes pivotales. Après ces 3 x 4 séries, il y a 2 autres cartes pivotales, c'est le diable et la tour foudroyée ou la maison Dieu. La flèche, là, ils mettent. La flèche, à l'origine. La flèche, Parce qu'on voit des flèches dans la... Voilà. Oui. C'est vraiment la foudre qui frappe, mais c'est représenté par le passage de la Genèse, où justement le diable s'empare en quelque sorte, pousse Adam et Ève à la faute. C'est le grand mythe. C'est le serpent. Oui. C'est le serpent, le diable c'est pas autre chose qu'un serpent ailé, c'est le diable. Et la maison Dieu, c'est plutôt la maison du diable, en fait, la maison du feu. C'est justement quand ils sont expulsés du jardin d'Éden avec un glaive de feu. Et on voit certaines cartes du Minchia italienne qui représentent Ève qui est jetée dehors par le diable d'une tour. Ah ouais. C'est vraiment symptomatique. C'est vraiment 2 cartes pivotables qui représentent le cœur de toute l'idéologie de cette époque-là, le mythe de la chute les hantait, en quelque sorte. Et puis, il y a 2 séries de 3 cartes qui viennent à la suite de cela. On voit 3 cartes cosmologiques, l'étoile, la lune et le soleil, mais qui représentent plus les puissances du monde, les grandes sociétés, les puissances des religions, les choses comme ça.
Et puis ensuite, on a 3 cartes eschatologiques qui représentent les fins dernières. Alors, c'est le jugement dernier, la justice. Et là encore, c'est l'Apocalypse. Hein. Dans l'Apocalypse, on dit quoi? On dit la personne va tromper, les morts vont ressusciter. Et puis ensuite, le Christ viendra avec une verge de fer, etc. C'est cette justice qui est là, c'est cette verge de fer qui est là. Hein. Et il vient aussi avec un glaive, le glaive de feu de la parole, ce glaive de feu qui est nécessaire pour revenir au jardin d'Éden. Hein. Et puis finalement vient le monde c'est quoi? Si on le voit sur toutes ces cartes médiévales, c'est la nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse qui descend du ciel avec des anges. Et on voit d'ailleurs dans ces cartes vénitiennes, ces 2 anges. Hein. Et alors les quatre, le tétramorphe, on le trouve tout de suite dans le monde ou pas Ça sera une déviation qui viendra avec les cartes du Manciate italien un peu plus tard, mais l'idée est un petit peu la même de toute façon. Les 4 évangélistes qui soufflent aux 4 coins de ce monde nouveau, c'est exactement ça. C'est la régénération du monde, c'est le nouveau monde, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est l'espoir. Hein. Et c'est cet espoir-là qui était le cœur même de politique de toute cette époque. Parce que l'Empire chrétien a toujours, les grands rois, les grands empereurs avaient toujours cet idéal de ramener l'Empire de Charlemagne, du monde chrétien idéal. Hein. Voilà. Et ça a perduré jusqu'au 19e siècle, on peut dire en gros. Et toutes ces cartes du 15e siècle font rejaillir toute cette vision. Mais l'ordre qui a été établi et de classification, est-ce qu'on le retrouve dans l'historique? Non, les historiens d'art montrent très très bien 3 grands courants, c'est ce que je dis, le courant de l'Est, hein, de Ferrare, de Venise, hein, qui est l'ordre originel mais qui n'existe pas en tant que carte, qui existe en forme littéraire. Et ensuite on a le courant de Bologne, hein, et de Florence, qui est le courant tardif, plus tardif, enfin, pas tardif à 50 ans, hein, qui vient un peu après, qui vont hériter de ce jeu, mais eux se rapprochent du pape. Ces villes-là sont plus proches de Milan que Milan du pape. Ah oui, c'est l'approche géographique. En fait. Ouais, géographique et politique. Oui. Et politique. De ce fait-là, la papesse va dégager tout de suite. On ne voudra plus avoir un pape et une papesse. Ça va bien dans le carnaval, mais il faut éviter ce genre de rapprochement. La papesse, c'est la femme du pape, parce qu'ils ont fricoté un peu les papes. Oui, mais c'est l'idée. Salut Alain, c'est l'idée de c'est pas historique, c'est symbolique. Il y a la papesse Jeanne. Oui, il y a beaucoup d'histoires, il y a même eu des statues d'une papesse. Moi, là, c'est toute une histoire un peu. Mais il n'y a pas de fête historique. Mais à cette époque-là, en fin de Moyen-Âge, le début de la Renaissance, dans tout cet esprit un peu rabelaisien, truculent, il n'y avait pas trop de problèmes au niveau des nobles. Surtout dans le carnaval. Même des religieux. Hein, on voit que dans le carnaval, c'est toujours une sorte de perversion et d'inversion. Oui, et puis les religieux à cette époque-là, même à Venise, on dit bien, hein, il y avait quand même une semi-liberté de pas mal de choses. Hein. Donc pour eux, mais avec la contre-réforme, il va venir une rigidification de beaucoup de choses, et là on ne plaisantera plus. Donc ce jeu sera toléré, mais il faudra quand même... Il se perpétuera dans le tarot de Marseille. Et il se perpétuera dans le tarot de Marseille, voilà. Qui se retrouve, alors la papesse... Qui reprendra cet ordre de Bologne, en quelque sorte, en modifiant encore un petit peu certaines cartes, l'ermite, la justice qui aura déjà remonté aussi, enfin la force elle va redescendre, etc. Il y aura des petites modifications. Donc la classification qui avait été faite, je ne sais pas quand, peut-être à une origine, avec chaque carte étant numérotée. Le tarot de Marseille dont tu parles, c'est vrai qu'il est arrivé un peu en retard, arrive en France. Comme là. Voilà, ça c'est un jeu italien du 19e siècle qui reprendra ces tarots milanais du 16e siècle, reprendra un peu cet ordre-là, on héritera nous, et qu'on appellera tarot de Marseille, mais en fait il aura été fait avant à Avignon, à Lyon, à Paris, etc. Et cet ordre-là est un ordre dernier, tardif, 16e, 17e siècle, qui, les choses curieuses, c'est lui qui perdurera. Alors ces cartes du 15e siècle vont disparaître pratiquement complètement. Les cartes de Bologne perdurent un petit peu sous la forme du Manciate, en Sicile aussi. Est-ce qu'il y a la preuve à ce moment-là d'un numérotage pour dire je le redis, il y a 3 preuves
les sources littéraires de fin 14e, début 15e, avec certaines listes d'ordre de cartes déjà, des œuvres de poètes. Oui, mais ça peut être subjectif pour l'époque, en disant je prends celle-ci parce que ça m'inspire. Quand tu as 2 ou 3 auteurs, salut, ouais, quand tu as 2 ou 3 auteurs ou plusieurs listes qui sont pardonnées, on se retrouve. Les spécialistes en citent pas qu'une. Donc s'ils ont établi ces listes-là, c'est pas moi, c'est des historiens de l'art qui ont déjà épluché des dizaines de sources. Et en plus de ces sources littéraires, ces édits, ces chartes, il y a aussi des cartes. Et comme je le dis, comme ce jeu de cartes appelé Charles VI, qui est un jeu italien du fin 15e siècle, eh bien, certaines des cartes ont été numérotées par leurs utilisateurs à la main. Certains, pour s'y retrouver, parce qu'eux-mêmes, et ils ont utilisé la numérotation qui était la leur à cette époque-là, 16e, 17e siècle. Donc on arrive à retrouver, et après, les cartes vont en effet petit à petit, le troisième volet commence à être numéroté au XVIIe siècle, parce que les gens, je pense que c'était quand même pratique. Voilà. Ça ne venait pas, je pense qu'au départ, c'est plus un jeu de plaisir, mais non pas un jeu vraiment jeu en tant que jeu. Salut, à bientôt. merci. Ouais. Ça va la santé? La santé.